Et nous sommes rejoints par Laurence Champier, qui est directrice de la Fédération des banques alimentaires, Rodolphe Bonas, président du groupe Aristide. Vous êtes un spécialiste de la grande distribution et de la consommation. À mes côtés, mes confrères Frédéric Bianchi, journaliste à BFM Business, et Laurent Neumann, éditorialiste politique de BFM TV. Laurence Champier, êtes-vous surprise par ce cri d'alarme poussé et lancé par les Restos du Cœur ce week-end? Évidemment non, puisqu'on connaît exactement la même situation. Tous les réseaux aujourd'hui de solidarité sont fragilisés par l'inflation. Et si on est étonné de l'ampleur, moi je suis très inquiète parce que ça encore une fois, ça fragilise le monde associatif. Et je pense qu'il faut qu'on soit absolument solidaire avec les restos de manière à ce qu'on puisse faire face à l'augmentation de la demande des bénéficiaires qui ne cesse d'arriver dans toutes les associations depuis maintenant 3 ans avec la crise Covid, la crise sanitaire, l'inflation. La guerre en Ukraine, voilà, on a l'impression que c'est un flot continu et qu'effectivement les bénévoles aujourd'hui sont obligés de faire des choix et ça c'est pas ni dans le rôle des bénévoles ni dans les fondamentaux du monde associatif. Mais pardonnez-moi, vos bénévoles qu'on voit à la sortie de nos caisses quand on fait des courses et qu'on a envie de vous donner un coup de main, ils ont eux-mêmes déjà observé une baisse ne serait-ce que de la quantité de ce qu'ils ramassent, de ce qu'ils récupèrent? Oui, lors de la grande collecte nationale des banques alimentaires, on le constate, évidemment. On voit que cette collecte qui augmentait d'année en année, depuis 3-4 ans, stagne. Elle stagne. Elle stagne. Depuis 3-4 ans, nous dites-vous? Oui. Et les personnes font le même constat de dire « avant je pouvais vous aider, aujourd'hui je ne peux plus le faire ». Laurent Neumann, alors que le patron des Restos du Cœur dit qu'il avait alerté depuis plusieurs mois sur une situation de plus en plus tendue, hier le gouvernement n'a pas tardé à réagir par la voix d'Aurore Berger. Expliquez-nous. En gros, le gouvernement dit, on a entendu l'appel des Restos du Cœur, on va donner 15 millions d'euros. Alors en fait, comme il y avait déjà 10 millions d'euros de promis, en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y aura... Ça en fait 5 de plus. Ça en fait 5 de plus. Ouais. Enfin, c'est pas indifférent. L'État aide déjà beaucoup ces associations, soit sous forme de subvention, soit sous forme de crédit d'impôt, puisque vous savez que quand vous donnez 100 euros, 75 euros vous sont remboursés sous forme de crédit d'impôt. Évidemment, c'est l'argent de l'État en l'occurrence. Donc c'est une façon d'abonder toutes ces associations. Ce qui est intéressant ou grave ou inquiétant dans la séquence qu'on est en train de vivre, c'est que l'inflation augmente les prix des denrées que les associations doivent acheter parce qu'une partie est achetée. Deuxièmement, l'inflation réduit la générosité du public sous forme de dons, mais en plus, ça augmente le nombre de gens qui viennent bénéficier de l'aide alimentaire. Donc là, vous nous décrivez une spirale infernale. Absolument. Et en même temps, dire que l'inflation est la cause de tout ne serait pas suffisant pour expliquer ce qui est en train de se passer. Le nombre de gens qui bénéficient de l'aide alimentaire, je parle sous votre contrôle, en 10 ans, a triplé. A triplé. C'est pas l'inflation, là. Il y a 3 fois plus de gens en 10 ans qui vont bénéficier de l'aide alimentaire. Donc il y a bien un souci. Et l'alimentation est devenue le deuxième poste de dépense des ménages les plus pauvres, le premier étant évidemment le logement. Et donc l'addition de toutes ces causes que je viens de décrire fait que les associations elles-mêmes sont à un niveau qui risque de leur obliger peut-être dans les années à venir à mettre la clé sous la porte. Donc le moment est extrêmement grave. Frédéric Bianchi, il y a quelque chose d'assez impressionnant, c'est que ce sont les petits dons qui sont visiblement les premiers à ne plus être là, évidemment, par définition. Laurent a parfaitement résumé, c'est-à-dire que la crise aujourd'hui des Restos du Cœur, c'est au confluent de plusieurs crises. D'abord la crise inflationniste, qu'a parfaitement décrit Laurent, c'est-à-dire que il y a plus de gens qui ont besoin d'aller au Restos du Cœur, mais en même temps les produits sont plus chers et donc ça pose de problèmes pour l'équation budgétaire. On rappelle quand même 35 millions d'euros de trous sur un budget de 200 millions. C'est pas rien, c'est près de 18% qui manquent au Restos du Cœur pour finir l'année. Il y a aussi la crise de la générosité. Et ça, c'est une crise de plus long terme. On constate qu'il y a de moins en moins de donateurs. Alors les donateurs sont de plus en plus vieux, la moitié aujourd'hui a plus de 62 ans. Et surtout, ce sont les donateurs qui donnaient des petites sommes, moins de 150 euros. Ces donateurs-là représentaient pour le monde associatif, je crois, 70% dans les années 2000. Aujourd'hui, c'est plus que 40%. C'est-à-dire que aujourd'hui, alors est-ce que c'est lié aux crises? Est-ce que c'est lié à la société qui est peut-être plus individualiste aussi, où on pense moins aux autres? Voilà, eh bien on est tous collectivement moins généreux et donc on donne moins. Et donc voilà, c'est la deuxième crise aujourd'hui qui touche ce monde associatif, ce monde des banques alimentaires. Les Restos du Cœur, c'est 35% de l'aide alimentaire en France. Eh bien, ils ont moins de recettes et plus de dépenses. Ça crée une crise. Justement, Frédéric, lorsque le président des Restos du Cœur nous dit qu'il pourrait mettre la clé sous la porte dans 3 ans,
est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager au moment où nous parlons? Alors, c'est peut-être une manière aussi d'interpeller les Français, c'est pour ça que je vous pose la les pouvoirs question. publics, Ça ne veut pas dire que le problème et aussi n'existe le monde de pas. Mais... l'entreprise. On voit que ça a marché. Hein. Moins de 24 heures après, Bernard Arnault a fait un chèque, 10 millions d'euros, pour venir en aide au Restos du Cœur. Donc la famille Pinault va y venir aussi, si vous voulez. On peut imaginer que Pinault, Saadé, voilà, que les milliardaires français, eh bien, dans ce contexte-là, en plus, ils se payent une bonne image aussi, hein, il faut le dire. Hein. Alors, du côté de LVMH, on dit que Bernard Arnault ne bénéficiera pas, en tout cas ne demandera pas à bénéficier de la réduction d'impôt. On rappelle, c'est 75%. Sans vouloir polémiquer, on est loin des 100 millions de Notre-Dame. On est un peu loin des 100 millions de Notre-Dame, mais en tout cas, voilà, le milliardaire Bernard Arnault, l'homme le plus riche, quasiment l'homme le plus riche du monde. Oui, aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. Eh bien, va proposer, va venir en aide. Les Restos du Cœur ne vont certainement pas disparaître dans 3 ans, mais en tout cas, c'était une manière d'interpeller les pouvoirs publics et la générosité des Français. Et ça a, semble-t-il, marché. Alors, visiblement, parce qu'on leur fait toujours des procès d'intention, c'est un peu facile, mais même chose dans la grande distribution, ils ont réagi tout de suite. Hein. Oui, immédiatement. Alors, on dit se font de la pub, mais c'est facile. Alors, mettre la main au portefeuille, c'est mettre la main au portefeuille. Oui, exactement. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont aussi organiser ces fameuses collectes pour essayer de mobiliser leurs clients autour de ces dispositifs de générosité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les contributaires à l'aide alimentaire, dans tout ce qui est... Il y avait 2 types de ressources, finalement, pour une association comme les Restos du Cœur. Vous avez d'un côté les dons en produits, et puis après, vous avez les dons financiers. Il faut savoir que sur les dons en produits, la grande distribution pèse à peu près 20%, et puis le plus gros contributeur, ce sont l'industrie agroalimentaire, qui donne près de 34%, et qui contribue à hauteur de 34% des dons en matière. Voilà, exactement, c'est le premier contributeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière ça, l'autre partie, et la plus importante, c'est quand même les dons pécuniers, c'est-à-dire en argent et financiers, qui sont absolument nécessaires. On l'a vu dans votre reportage, c'était assez bien fait. Vous savez, la personne est en train de réceptionner des produits frais. Oui. Typiquement, une association d'aide alimentaire doit acheter ces produits frais. C'est quasiment impossible d'en bénéficier de manière de don. Pourquoi? Parce que c'est de la matière périssable et donc mécaniquement, c'est beaucoup plus difficile à opérer. Donc en fait, ils ont besoin d'argent pour acheter des produits frais. C'est absolument indispensable. Et c'est la raison pour laquelle ils font appel aux entreprises. Vous avez vu, les Restos du Cœur, ils disent s'il vous plaît, les entreprises, parce qu'ils savent que là, par rapport à ce que disait Eric, il y a des ressources de dons importantes. Alors Laurence Champier, en fait, je me rends compte, j'avais écrit cette question, c'est qui doit payer selon vous en priorité? Enfin, j'ai envie de vous dire maintenant, qui peut payer en priorité? Les entreprises, l'État, les particuliers via les dons? Quel est votre avis là-dessus? Alors, je pense que c'est vraiment un engagement collectif. Oui. Effectivement, les consommateurs sont quand même très souvent sollicités au travers de collectes dans les magasins. On a la chance aussi, en tout cas pour les banques alimentaires, d'avoir des entreprises qui sont à nos côtés, qui s'engagent. On a notamment le Crédit Mutuel avec lequel on travaille depuis de nombreux mois, qui nous a annoncé un soutien de plus de 5 millions d'euros pour le réseau des banques alimentaires. Donc je pense que le monde de l'entreprise répond aux sollicitations. Maintenant, il faudrait que les sollicitations soient peut-être moins nombreuses ou moins alarmistes, parce que ça va poser des questions. On est tous dans une situation extrêmement tendue, avec des stocks très tendus. Et pour notre part, c'est plus 9% de personnes qui viennent frapper à notre porte depuis le début de l'année. C'est le même 9% pour toute l'année 2022. Donc comment on va faire avec des stocks qui s'amenuisent et de plus en plus de personnes auxquelles il faut qu'on prête notre soutien sans avoir des ressources financières qui soient à la hauteur? Comment en est-on arrivé là, selon vous, Laurence Champier? Est-ce que c'est l'inflation à elle seule qui a déclenché cette crise? Est-ce qu'elle s'est juste accélérée dans un phénomène qui avait déjà commencé? Je ne sais pas comment vous dire les choses, une forme de lassitude, enfin... Non, je ne pense pas que ce soit de la lassitude. Effectivement, monsieur le disait tout à l'heure, les banques alimentaires accompagnaient 780 000 personnes en 2018. En 2008, c'est plus de 2,4 millions aujourd'hui. Donc il y a, je crois, une précarité de l'emploi. C'est-à-dire que nous, on a 17% des personnes qui viennent à l'aide alimentaire qui ont un emploi et un CDI. Mais un CDI à temps partiel. Quand on regarde plus finement, ce sont des mamans avec enfants de moins de 3 ans. Donc on est dans une situation, et il y a des gens autour de nous, que vous connaissez certainement, qui sont dans cette tension budgétaire, voilà, un petit coup de la vie, et ça vous met dans une situation où vous devez faire appel à l'aide alimentaire. Et puis le poids de l'alimentation qui devient la variable d'ajustement. Voilà, il y a des mamans qui ne mangent pas aujourd'hui, qui viennent aux banques alimentaires et qui se rendent compte que si elles n'ont pas cette aide de 92 €, c'est à peu près ce qu'on apporte chaque mois avec des produits, des denrées en nature, elles ne peuvent pas nourrir leurs enfants correctement et se nourrir elles-mêmes. Donc, ça veut dire qu'il y a des enfants qui sont en danger, qu'on ne peut plus nourrir normalement? Oui, il y a des enfants qui sont en danger. Je pense qu'il y a des parents qui sont en danger aussi, parce que quand vous êtes en situation de précarité, vous n'êtes pas en situation d'employabilité.
Comment Bien chercher sûr, un boulot bien sûr. pérenne quand on ne sait pas déjà comment payer ses factures ou aller faire ses courses correctement? Donc on est dans une situation de crise. Rodolphe Bonas. Oui, pour l'illustrer, 30% des Français ont 100 € de reste à vivre à partir du 10 du mois. Donc vous voyez comment est-ce que vous arrivez à boucler cette affaire. Un Français sur deux fait ses courses alimentaires à plus ou moins de 5 €. C'est-à-dire que finalement, chaque euro est compté sur chaque produit. Un Français sur deux fait ses courses alimentaires à 5 € près. C'est-à-dire que s'il a décidé de dépenser 35, il n'ira pas au-delà de 40. Et puis ensuite, après, vous voyez très vite qu'il y a certains produits qui deviennent inaccessibles dans le mois. C'est-à-dire à partir du 20 du mois, vous vendez moins de viande, vous vendez moins de lessive, moins de shampoing, parce que ce sont des produits qui pèsent lourd, qui sont considérés comme étant non indispensables finalement. Moins d'hygiène féminine, c'est-à-dire que les femmes... Moins d'hygiène féminine, exactement. D'ailleurs, dans les dons, c'est quelque chose qu'il faut pousser aussi, l'hygiène. C'est vraiment quelque chose que vos responsables, lors des... Quand ils font leur collecte, à chaque fois qu'on donne des produits d'hygiène, ils sont très très contents, visiblement. Dites-moi, c'est terrible en termes d'image pour notre pays et donc pour le gouvernement? Oui, vous connaissez les 3 devises de ce pays: liberté, égalité, fraternité. Les 2 premières devises, les 2 premiers symboles, liberté, égalité, font l'objet de tous les débats politiques. La fraternité, c'est un sujet qui n'est pas très électoral, on n'en parle pas beaucoup. Peut-être que c'est aussi un vrai souci que devraient porter les responsables politiques, pas ceux qui sont au gouvernement, tous les responsables politiques. Premier point. Deuxième point, moi, qui me frappe, c'est effectivement, vous le disiez, on est passé à 2 400 000 personnes qui régulièrement viennent profiter de l'aide alimentaire. Et pour autant, le niveau de pauvreté dans le pays ne bouge pas. On a un système extrêmement redistributif. Mais oui. On dit qu'il y a 14% à peu près des Français... Excusez-moi, mais je pense ce soir à ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas du tout dans l'opulence, qui payent des impôts, bien sûr, et qui disent mais à quoi servent mes impôts? Donc, il faut leur répondre, entre autres, qu'on est aujourd'hui à 14% de pauvreté, c'est-à-dire de personnes qui vivent avec moins de 1 000 € par mois, sans le système redistributif, sans les fameux impôts dont on est tous assaillis, c'est ce que disent les Français, on serait sans doute à 21 ou 22% de pauvres dans ce pays. Donc ça veut dire que les impôts... Une personne sur 5. Une personne sur 5. Donc ça veut dire que les impôts, en l'occurrence, le système redistributif, heureusement, il fonctionne. Mais 14% de pauvreté, c'est énorme pour un pays aussi riche que la France. Je regardais les chiffres, 132 000 tonnes de produits collectés par le réseau des banques alimentaires. Ouais. De produits alimentaires. 132 000 tonnes. Et aujourd'hui, on considère que ça ne suffit pas. On va compter ce que l'on va donner à des gens qui en ont un besoin absolument fondamental. Donc la situation, je le répète, est compliquée. Oui. Alors, c'est pas du tout une critique les concernant, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre modèle qui doit remplacer les Restos du Cœur? Enfin, est-ce qu'on n'a pas inventé pour l'instant, alors je ne sais pas, mais pardonnez-moi, la banque alimentaire du 21e siècle, les Restos du Cœur du 21e siècle... Les Restos du Cœur, ils sont est-ce qu'il y a d'autres choses qui marchent mieux dans d'autres pays? On a besoin les soupes populaires, c'est pas nouveau, il en existe, ça fait des siècles que ça existe. Donc les Restos du Cœur, le problème aujourd'hui, c'est le financement. C'est comment arriver à faire en sorte de se financer. C'est vrai qu'on a eu pendant des années ces grandes messes, les enfoirés, on s'en souvient, sauf qu'on s'aperçoit quand on regarde les chiffres qu'année après année, les enfoirés génèrent de moins en moins de bénéfices parce que les gens vont peut-être moins au concert, on vend plus de CD, c'était une source de financement qui se tarit. Les enfoirés, j'ai regardé les chiffres, c'était 30 millions d'euros apportés au Restos du Cœur, c'était quand même pas rien en 2011. Non, c'était énorme. Cette année, c'est 10 millions. Voilà, c'est 3 fois moins. On a divisé par 3 ce que les enfoirés pouvaient apporter. Des artistes français, avec leur générosité, qui consacraient du temps, aujourd'hui, ça rapporte de moins en moins. Donc il faut peut-être réinventer la manière d'être généreux, de donner. Alors c'est vrai qu'il y a des initiatives qui sont, notamment dans les supermarchés, où on peut arrondir le prix, ça marche bien. Où on peut arrondir, on fait ses courses, l'arrondi à l'unité, on paye 15,90 €. Ça, je trouve ça formidable. L'autre de caisse nous propose d'arrondir à 16, ça fait de l'argent pour les associations. Vous souriez, ça me rassure pas. Ça veut dire que vous pensez que c'est épiphénoménal? On a des modèles économiques très différents. Les banques alimentaires, elles sont basées avant tout sur le don en nature. Donc effectivement, on n'a pas cette dépendance non plus à l'inflation que peuvent rencontrer aujourd'hui les Restos du Cœur, notamment. En revanche, je pense que moi, je ne partage pas tellement votre avis sur la fraternité, parce qu'on a la chance d'avoir un pays où le bien commun quand même et le bénévolat est extrêmement fort. Aujourd'hui, nous, on a 7000 bénévoles qui, tous les matins, qui ventent, qui neigent, qui fassent très très chaud parfois dans les entrepôts, se lèvent à 6 heures, font la tournée des magasins, viennent trier, viennent stocker, viennent redistribuer à nos associations. Donc
La fraternité, elle existe maintenant. Il y a une difficulté quand même qu'on partage tous sur le pouvoir d'achat, sur l'inquiétude aussi de l'avenir, et qui fait que, effectivement, y compris nous, on se pose des questions. Aujourd'hui, on travaille avec des producteurs agricoles, avec des coopératives, par exemple, pour, quand on achète à un producteur agricole, eh bien que ça soit au juste prix, que ça soit à un prix qui soit aussi respectueux de la production de cette personne ou de cette exploitation agricole. Tous ces nouveaux phénomènes, il faut que les associations les prennent à leur compte et travaillent aussi différemment peut-être. Là, on a été assaillis à la fois par une augmentation de la demande, par une augmentation des prix, et je dirais, voilà, c'est peut-être aussi une façon d'inventer effectivement un modèle économique du monde associatif de demain, mais il ne faut pas que ça se fasse avec autant de violence. Un dernier mot sur l'avenir. Juste rebondir sur quand même cette idée de fraternité. Elle est quand même c'est un joli intéressante. mot, oui. Oui, c'est un très joli mot. C'est un beau projet. Et peut-être qu'en effet, même si on a des bénévoles exceptionnels et des associations exceptionnelles, de manière culturelle, c'est peut-être pas assez diffusé dans notre pays. Je prends les pays anglo-saxons sur lesquels, véritablement, dès la petite enfance, c'est-à-dire à l'école, il y a des travaux d'intérêt général qui sont obligatoires. Il y a des éléments de dons et de participation des associations qui sont obligatoires dès l'école. Et donc, au lycée, ou même lorsque vous êtes en université, c'est quasiment obligatoire. C'est même noté. Je pense que l'idée de Laurent, quand même, d'essayer de réinscrire cette fraternité dans un dispositif républicain, ça serait quand même une bonne idée. Eh bien, il était important que vous fassiez cette intervention aussi. Merci à tous.